Beaucoup de femmes veulent trouver le prince charmant. Et ce n'était pas différent pour Lorraine, une jeune femme travailleuse et rêveuse, dévouée à son travail, à sa famille et à sa religion. Sa vie semblait complète après un mariage qu'elle pensait parfait, avec un homme qui paraissait sincère et intègre. Mais le conte de fées n'a pas duré longtemps, car en moins de 10 mois de mariage, lors d'une nuit fatidique, son mari a appelé la police en disant qu'il pensait qu'il venait de mettre fin à la vie de sa femme. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire de Matthew Phelps et Lauren Hugelmayer. Lauren Hugelmayer est née en 1988 à Los Angeles, aux États-Unis, mais elle a passé une grande partie de son enfance et de son adolescence dans l'État du Kentucky. Elle était la fille de Dale et Lauren Hugelmayer et avait 2 sœurs, Beth et Brianna. La famille était très religieuse et, pour cette raison, Lauren a commencé à fréquenter l'église dès son plus jeune âge. Alors qu'elle était au lycée, vers l'âge de 15 ans, elle a rencontré un garçon nommé Matthew Phelps, du même âge, et ils ont commencé à flirter. Matthew, contrairement à Lauren, venait d'une famille assez désorganisée. Il n'a jamais connu son père. Certaines sources disent que sa mère était toxicomane. Il était souvent envoyé chez ses grands-parents lorsque sa mère faisait des petits boulots pour gagner de l'argent, puisqu'elle n'avait pas d'emploi fixe, ou quand elle voulait sortir en boîte. Au final, ce sont les grands-parents de Matthew qui passaient plus de temps avec lui que sa propre mère. Pendant le lycée, à la même époque où il a rencontré Lauren, Matthew a aussi commencé à fréquenter de mauvaises personnes, et même s'il était encore mineur, il s'est mis à boire de l'alcool et à consommer de la drogue. Ses résultats scolaires ont beaucoup chuté et, lorsque la situation est devenue incontrôlable, ses grands-parents ont décidé de le retirer du lycée et de l'inscrire dans un établissement chrétien. À cause de cela, Matthew et Lauren ont fini par se séparer. Cependant, même si Matthew n'était pas allé dans une autre école, ils auraient fini par être séparés de toute façon, car quelque temps plus tard, la famille de Lauren a déménagé en Caroline du Nord. Là-bas, elle a poursuivi sa vie normalement, a obtenu son diplôme en administration et gestion des entreprises, mais elle est finalement devenue indépendante, fabriquant chez elle des bougies parfumées pour les vendre et faisant du bénévolat comme enseignante pour enfants à l'école du dimanche de l'église luthérienne locale. Vers la mi-2014, à l'âge de 26 ans, Lauren a reçu une notification sur Instagram. À sa grande surprise, c'était Mathieu qui lui avait envoyé une demande pour la suivre. Elle a accepté et ils ont commencé à échanger des messages, renouant ainsi avec leur passé. Ils ont découvert qu'ils avaient quelques points communs, comme par exemple le goût pour les films de science-fiction et les super-héros, mais surtout ils étaient tous les deux passionnés par la saga Star Wars. Matthew a également dit que l'école chrétienne lui avait fait beaucoup de bien, qu'il avait changé et qu'il était même allé à l'université. Au début, la relation entre les deux est restée uniquement en ligne, car Matthew vivait encore dans le Kentucky. Mais lors de leur conversation, il a dit qu'il pensait avoir encore des sentiments pour elle. Et quelque temps plus tard, ils ont commencé une relation à distance, avec Matthew qui allait lui rendre visite en Caroline du Nord de temps en temps. Mais l'entretien de cette relation se faisait surtout par des appels et des messages affectueux échangés entre eux. Matthew était attentionné, affectueux et montrait beaucoup de foi en un avenir pour eux deux. Et Lauren était très heureuse car, malgré la distance, elle croyait avoir trouvé l'homme de ses rêves. Matthew a donc décidé de déménager définitivement en Caroline du Nord pour être beaucoup plus proche d'elle. De manière générale, il s'entendait bien avec tous ses amis et sa famille, mais quelques mois plus tard, quelque chose de très étrange s'est produit. Après un dîner qui avait lieu chez la famille de Lauren, tout le monde était resté dans le salon à discuter et à boire, et sa mère a proposé un jeu de questions-réponses. À ce moment-là, lorsque Matthew a été interrogé sur son passé, il a révélé qu'il avait déjà été marié, ce qui a choqué tout le monde, surtout Lauren, car personne n'était au courant de cela. Il n'est pas entré dans les détails à ce sujet, d'autant plus que l'ambiance est devenue étrange et sa sœur a enchaîné avec un autre sujet pour que tout le monde essaie d'oublier le sujet, du moins pour le moment.
Mais bien sûr, Lorraine n'allait pas oublier ça aussi facilement. Et elle était même contrariée, parce qu'elle rêvait de se marier à l'église, et si ce qu'il avait dit était vrai, ce rêve ne se réaliserait pas. Ils ont fini par en parler. Mathieu a dit qu'il s'était marié à l'église. Oui, qu'il n'en avait pas parlé avant de cette relation parce que c'était un sujet délicat pour lui, puisque son ex-femme l'avait trompé, alors il évitait simplement d'en parler. Il pensait qu'il avait fini par parler de ce sujet à ce moment-là, parce qu'il se sentait à l'aise et accueilli dans ce cadre familial, quelque chose qu'il n'avait jamais vécu auparavant avec sa propre famille. Après quelques jours, Lorraine a oublié le sujet, et ils ont continué leur relation sans problème. En 2015, ils se sont fiancés, et le mariage a eu lieu le 11 novembre-décembre 2016. La cérémonie a réuni des amis, de la famille, des collègues de travail, des membres de l'église et a inclus une présentation amusante où le couple a simulé un duel de sabres laser en hommage à la saga Star Wars. Cependant, pratiquement tous les présents figuraient sur la liste d'invités de Lorraine et quelques autres étaient des invités des deux. Du côté de la famille de Mathieu, seule sa mère était présente. Elle, quant à elle, qui a toujours manifesté son mécontentement vis-à-vis de la relation de son fils, n'était pas une personne agréable. Elle ne parlait pas normalement avec Lorraine. Et le jour du mariage, elle a encore eu le culot de venir habillée avec la seule couleur que l'étiquette du mariage suggère aux invités de ne pas porter. Blanc. Certains invités ont même dit que Lorraine avait commenté que sa belle-mère était, comme toujours, désagréable. Et que pour cette raison, elle avait évité autant que possible d'engager de longues conversations avec elle lors du mariage, afin de ne pas gâcher l'ambiance de cette journée si spéciale. 6 mois après le mariage, ils ont fait un voyage dans le Kentucky pour mieux connaître la famille de Matthew, en particulier ses grands-parents avec qui il avait grandi. Mais le voyage, qui aurait dû être joyeux, s'est transformé en déception. La mère de Matthew, comme toujours, a été une hôtesse exécrable, gardant ce même air de quelqu'un qui n'aimait pas Lorraine, et lors des rares fois où elle interagissait avec elle, elle était rude et sèche. Lors de ce voyage, sa mère a organisé une séance photo et a dit à Lorraine que le thème serait la couleur bleue, et que tout le monde devait donc porter la même couleur. Elle et Matthew avaient même acheté de nouveaux vêtements, mais le jour de la séance photo, elle s'est rendue compte que seuls les hommes étaient un temps bleu. Toutes les femmes étaient un temps blanc. Selon elle, la belle-mère a pété les plombs, a fait un scandale, a annulé la séance photo en disant que Lorraine avait tout gâché et a fait en sorte que la belle-fille se sente comme la pire personne du monde. Matthew a dit qu'il ne se souvenait pas si sa mère avait dit que les femmes devaient venir en blanc, et il n'a pas non plus confirmé que sa mère avait dit qu'ils devaient tous les deux venir en bleu. Il n'a littéralement pas pris parti. Lorraine a déjà raconté à sa sœur Beth qu'elle était sûre que sa belle-mère avait fait cela exprès, juste pour pouvoir la rabaisser d'une manière ou d'une autre. Cette question concernant la relation de cette mère est pratiquement une énigme. Personne ne connaît la raison exacte pour laquelle elle est comme ça, si c'est une question de personnalité ou de jalousie. Et même si son nom n'est même pas mentionné dans les sources de recherche, ces faits sont confirmés par la famille de Lorraine dans toutes les sources consultées. Et c'est tout ce qu'on sait sur cette femme. À part cela, tout semblait aller bien dans la vie du couple, jusqu'à ce que certains problèmes commencent à peser, surtout pour Lorraine. Elle était surchargée, devant beaucoup travailler, tout en continuant à s'investir dans le travail à l'église, tandis que Matthew, de son côté, était toujours au chômage et ne faisait pas beaucoup d'efforts pour garder un emploi. Quand il en trouvait un, il était rapidement licencié pour absentéisme ou il démissionnait. Ainsi, il passait toute la journée allongé sur le canapé, à regarder la télévision, à jouer aux jeux vidéo, utilisant l'argent de Lorraine, argent qu'il prenait parfois en cachette dans son sac, pour faire des achats inutiles, comme des jeux vidéo et des encas, parce qu'il n'aimait pas cuisiner. Quelques disputes animées ont eu lieu à cause de cela, et Matthew est devenu une personne obsessionnelle et parfois agressive.
Lorraine a donc cherché refuge dans les activités de l'église, passant plus de temps à l'église qu'à la maison. À certaines amies, elle a même confié qu'elle traversait une grande épreuve dans son mariage et qu'elle avait besoin de se rapprocher davantage de Dieu. Comme elle passait moins de temps à la maison, Matthew a commencé à s'en agacer et à soupçonner qu'elle avait une liaison avec quelqu'un de l'église, ce qui, bien sûr, n'était pas vrai. Et ainsi, il a pris la décision de suivre une formation pour devenir pasteur, commençant alors lui aussi à fréquenter la même église. Lorraine a apprécié l'attitude de son mari, car elle voyait dans cette décision une lueur d'espoir au bout du tunnel. Elle croyait que le nouveau Matthew allait s'organiser dans la vie, trouver un emploi et qu'elle retrouverait enfin le mariage parfait dont elle rêvait tant. Cependant, ce sentiment n'a pas duré longtemps, car c'est maintenant Lorraine qui a commencé à soupçonner que Matthew la trompait. C'est parce qu'il se rapprochait beaucoup d'une voisine de leur rue, surtout parce qu'il restait parfois de longues minutes à la porte à discuter avec elle. Matthew, de son côté, disait que ce n'était rien, que c'était juste son ami, et il faisait en sorte que Lorraine se sente coupable de soupçonner quelque chose qui n'existait pas. Malheureusement, ces soupçons ne seraient jamais éclaircis, puisque quelques semaines plus tard, le 1er septembre 2017, après moins de 10 mois de mariage, Lorraine a été retrouvée morte. La découverte a été faite suite à un appel au 911 où Matthew lui-même demandait de l'aide, disant qu'il pensait avoir tué sa femme. Quelques heures avant l'incident, dans la soirée du 31 août 2017, Lorraine était au téléphone avec sa sœur Beth, tout en préparant le dîner du couple. Soudain, quelqu'un sonne à la porte, et c'était cette fameuse voisine de la rue. Mathieu sort et reste à la porte en train de parler avec elle. Au téléphone, Lorraine change de ton en parlant avec Beth, et sa sœur lui demande ce qui s'est passé. Elle explique la méfiance qu'elle ressentait envers son mari et la voisine. Quelques minutes plus tard, Mathieu entre, dit qu'il va sortir rapidement pour aider la voisine avec quelque chose, et elle est très contrariée, commentant « Mathieu, juste au moment où je termine notre dîner, tu vas sortir ?» Sa réponse a été simplement « Je ne vais pas tarder » et il est parti. Environ 10 minutes plus tard, alors que Lorraine était encore au téléphone avec sa sœur, Mathieu lui envoie un message disant de ne pas l'attendre pour le dîner parce qu'il allait tarder. Et ça, c'était la goutte d'eau pour elle. Lorraine a pleuré au téléphone avec sa sœur et a dit que dès qu'il rentrerait, elle demanderait le divorce. Comme c'était une personne religieuse, Lorraine voulait que les problèmes du mariage soient résolus ensemble, et c'est pour cela qu'elle supportait tout ce temps qu'ils disent « au chômage ». Il était parfois un peu rude et grossier avec elle, ce qu'elle pensait être un trait de caractère hérité de sa mère, mais la trahison était quelque chose qu'elle n'accepterait en aucun cas. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé lorsque Matthew est rentré à la maison, car la seule version des faits est celle de son témoignage. Selon Matthew, dès qu'il est rentré à la maison, il ne s'est rien passé de particulier. Il a simplement dîné seul, puisque Lorraine avait déjà dîné et était allée se coucher sans lui. Et il n'a rien mentionné non plus sur le fait qu'elle n'ait pas été parlé de séparation. Et c'est ainsi que, quelques heures plus tard, vers 1h du matin, le 1er septembre, il appelle le 911 en disant qu'il pensait avoir tué Lorraine. L'appel a duré environ 7 minutes et il a expliqué qu'avant de dormir, il avait pris quelques médicaments à cause d'une grippe, qu'il avait fait un cauchemar et qu'en se réveillant, il s'est rendu compte qu'il était mouillé. Il est allé à la salle de bain, mais en allumant la lumière, il a vu qu'il était couvert de sang. Quand il est retourné dans la chambre, il a vu un couteau posé sur le lit et sa femme allongée par terre. Pendant tout ce temps, sa voix semblait apathique, sans montrer de désespoir, mais en même temps, il ne montrait pas de calme non plus. Il semblait être dans un état intermédiaire, comme s'il était vraiment drogué. Et, à plusieurs reprises, il a dit qu'il pensait être responsable de cela.
La police et une équipe de secours se sont rendus sur place. Lorraine, âgée de 29 ans, était encore en vie, mais malheureusement, elle a été déclarée morte dès son arrivée à l'hôpital. Matthew a expliqué au commissariat que tout cela n'était qu'un accident, alors qu'il était en train de rêver. Il a répété qu'il avait pris une dose très élevée d'un médicament contre la grippe appelé coricidin, et qu'il avait fait une overdose ayant des hallucinations et perdant le contrôle de lui-même. Il a dit ne pas se souvenir de l'événement, attribuant cela aux effets du médicament. Il a été placé en garde à vue, accusé de meurtre, car la police ne croyait pas que la mort de Lorraine était survenue lors d'un épisode de délire. Par la suite, l'autopsie a révélé que Lorraine avait au total 123 blessures allant de coupures à des coups de couteau. Presque toutes se trouvaient dans le dos, le cou et les côtes, ce qui indiquait qu'elle était allongée sur le ventre pendant que Matthew infligeait les coups. Les autorités pensaient pas que la mort avait été préméditée, car certains éléments sur la scène du crime attiraient beaucoup l'attention. Tout semblait avoir été méticuleusement mis en place. Le couteau a été retrouvé sur le lit du couple et le médicament contre la grippe, bien en évidence sur le comptoir de la salle de bain. Un autre fait qui a attiré l'attention, ce sont les vêtements qu'il portait lorsque les secouristes sont arrivés pour tenter de sauver Lorraine. Étant donné que c'est lui qui a poignardé sa femme et qu'il a appelé la police dès qu'il a constaté le crime, en disant même qu'il s'était levé parce qu'il se sentait mouillé, théoriquement ses vêtements auraient dû être tachés de sang. Cependant, ils étaient complètement propres. Mais selon Matthew, il a pris une douche et s'est changé en attendant la police, car il ne se sentait pas bien avec ses vêtements sur lui. Comme l'affaire était largement médiatisée, des reportages avec certains spécialistes affirmaient que de fortes doses du médicament pouvaient provoquer de l'euphorie, de l'agitation et même une psychose. Et sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes disaient la même chose. Mais Bayer, le fabricant du médicament, a publié une note présentant ses condoléances à la famille de Lorraine, et en soulignant que, selon des rapports scientifiques, y compris des tests rigoureux sur les effets secondaires, le coricidin n'était pas associé à la possibilité de provoquer une psychose ou des comportements violents. Et détail important, les examens réalisés sur Matthew n'ont pas indiqué de taux élevé du médicament dans son sang. Ainsi, il a été officiellement inculpé de meurtre au premier degré. L'audience préliminaire a eu lieu 4 jours après l'incident et on s'attendait à ce que tout soit réglé rapidement. Bien que Matthew ait avoué le crime et expliqué ses motivations, il a plaidé non coupable. Les procureurs ont commencé à travailler avec la police pour rassembler plus de preuves indiquant la préméditation du crime et les motifs possibles, puisqu'ils demandaient paiement la peine de mort. Le procès proprement dit a commencé en 2018. De nombreux parents et amis de Lorraine ont été entendus. Certains ont rapporté qu'elle manifestait une grande inquiétude concernant le comportement de son mari, et qu'à un moment donné, elle avait même mentionné que Matthew pourrait lui ôter la vie par jalousie. L'ex-femme de Matthew a été appelée à témoigner, et, dans sa déposition, elle a raconté une version totalement différente de celle qu'il avait racontée à Lorraine. C'est lui qui l'a trompée, c'est elle qui a rompu avec lui. Elle a aussi dit qu'il ne voulait pas travailler, qu'il dépensait tout son argent et que, lorsqu'il a commencé à devenir violent et à la menacer physiquement, elle l'a mis dehors. Plusieurs preuves ont été présentées aux jurés, y compris l'appel d'urgence passé la nuit du crime. Certains témoins ont également affirmé que Lorraine s'était déjà confiée à propos des problèmes qu'elle rencontrait dans son mariage et de son désir de demander le divorce. Et ils ont également présenté le profil secret que Mathieu avait sur Instagram. Sur près de 100 publications, la grande majorité faisait référence à des films d'horreur, des démons, des exorcismes et des choses qui allaient à l'encontre des doctrines qu'il était censé suivre en tant que futur pasteur. De plus, certaines publications étaient répétées. Des images du film Psychopathe américain, un film qui retrace la double vie d'un tueur en série. Il y avait même une photo où il apparaissait lui-même déguisé en personnage principal du film. Dans l'une de ses dernières publications, il a écrit « Tout le monde pense que je suis un tueur en série ».
Jai trouvait un ange en plus. Et comme si tout cela ne suffisait pas déjà, le parquet a présenté un rapport qui était gardé secret concernant l'expertise réalisée dans la maison la nuit du crime. Avec l'utilisation de luminol, des traces de sang ont été trouvées dans d'autres pièces de la maison, principalement dans la salle de bain. Cela a prouvé que Mathieu avait tenté de nettoyer la scène du crime. L'expertise a également révélé l'historique de recherche sur son ordinateur, où il avait cherché des informations sur les effets secondaires de certains anesthésiques qui pouvaient provoquer une transe et même une perte de mémoire. Et parmi les médicaments les plus mentionnés par les internautes, rappelons-le, des personnes ordinaires probablement sans aucune connaissance technique en pharmacologie, il y avait le corycidin. Pour le ministère public, la raison pour laquelle il avait ôté la vie de son épouse était une combinaison de plusieurs facteurs. Et ainsi, ils ont présenté la version suivante. Matthew, un homme qui idolâtrait secrètement les tueurs en série, avait été abandonné par sa mère et expulsé de chez lui par son ex-femme. Il a vu en Lorraine l'opportunité de mettre en pratique ses désirs les plus sombres, dès qu'il a appris qu'elle voulait divorcer. Ils ont également soutenu la thèse selon laquelle Matthew avait tenté de modifier la scène du crime en déplaçant le corps. En nettoyant certaines parties des pièces de la maison, en posant le couteau sur le lit, en avalant plusieurs comprimés de corycidin, en prenant une douche, en se changeant, et seulement après avoir appelé la police. Le destin de Matthew aurait certainement été la peine capitale, mais la défense a réussi à conclure un accord avec le parquet avant la décision du jury. Le 5 octobre 2018, Matthew a plaidé coupable de meurtre au premier degré. Il a présenté ses excuses à la famille de Lorraine, mais il a rejeté la faute sur la drogue, affirmant qu'il avait commis un acte irrationnel et que, même s'il reconnaissait avoir agi lors d'une crise, il était plein de remords. Au final, il a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Matthew menait pratiquement une double vie. Pour tout le monde, c'était un gars apparemment sympa, religieux qui adorait les films de super-héros et voulait devenir pasteur. Mais dans sa vie secrète, il était un amateur de films d'horreur avec un profond désir de tuer. La famille de Lauren a déclaré plus tard, lors d'une interview, qu'ils ne pourraient jamais pardonner à Matthew, et qu'ils continueront certainement à le détester même lorsqu'il sera dans sa tombe.